Merci pour l'introduction. I just have a question. Are there non-French speakers in the audience? À ce moment-là, je vais vous parler plutôt en français. Donc bonjour, je m'appelle Raphaël Mona, je suis chargé de recherche à l'INRIA dans l'équipe Sycomore. Euh, donc je fais de la recherche sur de l'analyse de programmes, en particulier de l'analyse de programmes C, Python, des mélanges de C et de Python dont je vais vous parler aujourd'hui. Et j'ai aussi un axe un peu plus, on va dire, souveraineté, où je m'intéresse cette fois-ci à faire des méthodes formelles et de la vérification automatique pour les administrations publiques qui calculent des impôts ou des aides sociales, par exemple. Et je travaille dans une équipe qui s'appelle Sycomore, qui s'intéresse aussi à des problèmes d'ordonnancement pour des systèmes temps réel, faire de l'analyse de code binaire ou développer des systèmes de type pour la confidentialité des données. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'analyse automatique de programmes. L'idée étant qu'on a un programme qu'on va chercher à analyser. Pour ça, on va développer un outil qui va donc être un autre programme et qui va, lui, essayer de décider est-ce que le programme qu'on a en entrée est correct, est-ce qu'il est incorrect, ou est-ce qu'on ne sait absolument rien dire sur ce programme. Donc la motivation de développer ce genre de technique, c'est que, comme vous le savez, le développement des programmes est de plus en plus rapide et donc faire toujours de l'analyse manuelle de code ne passe pas à l'échelle. Donc ces pratiques permettraient de mieux passer à l'échelle. Et avant d'entrer un peu dans les détails de comment on fait ça, en fait, on a des résultats théoriques qui nous donnent un peu des impossibilités qu'il va falloir contourner. Donc l'idée étant ici qu'on a souvent trois types de propriétés qui nous intéressent quand on fait de l'analyse de programme. Une est que ces analyses soient sûres, c'est-à-dire que notre analyseur va pouvoir détecter tous les bugs présents dans un programme. La propriété un peu duale de celle-ci, c'est la complétude, c'est-à-dire que à chaque fois que notre analyseur va se plaindre qu'il y a une erreur, cette erreur est bien présente dans le programme. Et ensuite, on peut aussi avoir envie d'avoir une terminaison garantie pour un jour avoir un résultat de notre analyse. Et en fait, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Rice, qui est une extension de travaux de Turing, qui nous dit qu'on ne peut pas avoir ces trois propriétés en même temps quand on fait de l'analyse de programme. Donc, en particulier, moi, je m'intéresse beaucoup à la théorie de l'interprétation abstraite, qui donc se trouve à chercher à développer des analyses qui soient à la fois sûres et qui donnent une terminaison garantie. Donc, globalement, l'idée de l'interprétation abstraite, c'est qu'on a un programme qui, en étant exécuté, peut atteindre différents points de cet espace, dû par exemple à du non-déterminisme, une interaction avec une utilisatrice ou un utilisateur. Et on veut réussir à prouver que ce programme n'atteint pas certains mauvais états. Donc si on fait des tests, par exemple, ça revient à, on va dire, lancer un peu des fléchettes dans cet espace et trouver des points accessibles dans cet espace. Le problème des tests, c'est qu'ils sont incomplets. Et donc là, on pourrait croire qu'avec nos cas de tests, on arrive bien à... On pourrait croire que le programme est correct, alors qu'en pratique, il ne l'est pas. L'idée de l'interprétation abstraite, c'est que, vu qu'on a vu que les problèmes un peu de décision ici sont difficiles, ça va être de passer dans un monde qui est plus simple, un monde abstrait, où donc cette fois-ci, on va surapproximer les comportements de notre programme, comme vous pouvez le voir sur votre droite. Ensuite, grâce à cette surapproximation, si on a du coup une intersection dans ce monde-ci, on la trouvera bien via notre analyse. Et donc on a à ce moment-là ce qu'on appelle une vraie alarme. Par contre, ce qui peut aussi se produire, c'est que notre monde abstrait est trop simple, trop naïf, et qu'à ce moment-là, on va avoir des imprécisions et des fausses alarmes. On croit qu'il y a un problème, alors qu'il n'y en a pas dans le vrai programme. Et donc, cette théorie de l'interprétation abstraite a été introduite dans les années 70 par Radia et Patrick Couzeau à Grenoble à l'époque, et ont été en particulier utilisées pour faire de la certification de logiciels critiques. Donc vous serez content de savoir que les commandes de vol des Airbus A380 et de la famille sont prouvées comme étant sans erreur, telles que des divisions par zéro et ce genre de choses.
moi, mes thématiques de recherche s'intéressent à donc démocratiser l'analyse statique de programmes. Donc en particulier, passer de logiciels C embarqués à du C plus générique ou d'autres langages de programmation. Et je vais en particulier vous parler pas mal de Python aujourd'hui. On peut aussi s'intéresser à analyser non plus des programmes complets, mais seulement des bibliothèques qu'on aurait par exemple récupérées quelque part et qui ne sont pas les nôtres. Et on peut aussi s'intéresser à avoir des cadres logiciels pour faciliter l'implémentation de ce type d'analyse. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler pas mal de Python, donc, qui est un langage de programmation dit dynamique, comme JavaScript, Ruby, PHP, et qui est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. En particulier, comparé aux autres langages tels qu'on va dire C, Java, C++, on a une notion de typage dynamique, c'est-à-dire que les types des objets peuvent vraiment changer à l'exécution, ainsi que toute leur structure. Donc, dans le reste de cette présentation, je vais vous parler un peu plus de qu'est-ce que Python, quelles sont les difficultés un peu du langage, et, parce qu'il est extrêmement permissif. Et ensuite, on verra comment on peut analyser des programmes Python, et on verra aussi un mélange d'analyse de C et de Python. Donc, Python, c'est un langage qui est un peu ésotérique dans le sens où il n'y a pas vraiment de référence qui le définit, comme par exemple JavaScript ou C. Il y a surtout une implémentation de référence qui donc acte comme la référence. Et donc, pour comprendre ce qui se passe vraiment dans des programmes Python, des fois, il faut vraiment aller chercher le code source de l'interprète de référence pour comprendre ce qui se passe. Une autre particularité du langage Python, c'est qu'on peut redéfinir la très grande majorité des opérateurs quand on définit nos propres objets. Donc, on peut redéfinir ce que va faire un appel de fonction, des additions, des accès aux attributs. Ça, c'est fait en surchargeant ces méthodes qui commencent par des doubles underscores. Et donc, à droite, vous avez un exemple très joué et qui ne fonctionne pas dans tous les cas, mais quand même d'une classe un peu protégée où, en surchargeant la méthode d'accès aux attributs, on va lever une erreur quand on veut accéder aux attributs dits protégés qui commenceraient par ici un underscore. Une autre spécificité de Python, c'est que donc il y a ce typage dynamique avec en plus un double système de typage. Donc il y a le système de typage un peu usuel basé sur les classes et les objets. Et on peut en particulier, ensuite, vu que le typage est dynamique, faire du filtrage conditionnel avec cette fonction-là isInstance qui va vérifier est-ce qu'un objet P est une instance de la classe string ou de la classe bytes. On a aussi un typage qui lui est dit structurel, où cette fois-ci, on va juste s'intéresser à quels sont les attributs de l'objet. Et pareil, on peut ensuite avoir donc ces fonctions, telles que cette fonction fspath de la librairie standard, qui mélange un peu ces deux systèmes de type. Et enfin, ça c'est plus pour une comparaison avec JavaScript. Python se base pas mal sur des exceptions pour signaler des erreurs. Donc, par exemple, on ne va pas pouvoir ajouter des entiers à des chaînes de caractères, ou on ne va pas pouvoir faire des accès en dehors de tableau. On va récupérer des exceptions plutôt que des valeurs spéciales comme le ferait JavaScript. Et là, c'est pour vous faire un peu peur. Ici, c'est le comportement de ce qui se passe quand on fait l'addition de deux expressions E1 et E2 en Python. Donc, en fait, tout le comportement de l'addition va être défini par, va être conditionné par est-ce que l'objet de gauche a une certaine méthode add ou est-ce que l'objet de droite a une certaine méthode eradd, des relations entre nos types, comme ici. Et ensuite, on va appeler soit du coup la méthode add de l'objet de gauche, soit la méthode eradd de l'objet de droite pour récupérer un résultat ou avoir une erreur. Et ce mécanisme peut être vraiment poussé à l'extrême. Donc il y a cet exemple que j'aime beaucoup qui nous permet de définir nos propres opérateurs infixes en les mettant entre ces deux pipes ici, avec du coup cette espèce de décorateur et en abusant de la sémantique de Python. Donc vraiment, la sémantique le langage Python nous permet de faire des choses assez étranges et qui peuvent être vraiment difficiles à comprendre rien qu'en
jetant un œil au code source. Donc pour toutes ces raisons, on va s'intéresser à faire de l'analyse de programme. Ici, je vais vous parler beaucoup d'analyses qui cherchent à détecter des erreurs à l'exécution, donc des exceptions qui seraient levées et qui interrompraient du coup l'exécution du programme. On supporte un certain nombre de constructions du langage, donc en particulier les objets, les exceptions, le typage dynamique dont je vous ai parlé, toute cette couche sémantique assez difficile. Des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment travaillé pour le moment, c'est par exemple les fonctions récursives, le mot-clé eval ou les destructeurs de Python. Et ici, je vais essayer de vous donner un peu une intuition de qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme analyse de Python et ce qu'on a actuellement. Donc, on va regarder ce petit exemple de code où donc, on cherche à faire la moyenne des éléments d'une liste avec une construction un peu inhabituelle, mais ça pourrait être du code qui existe. Et on cherche en particulier à prouver que notre division ici est correcte et que l'addition qu'on fait juste avant l'est aussi. Donc ici, en fait, on va essayer de chercher un peu à inférer des informations sur notre boucle qui fait l'addition ici. Et pour ça, on va avoir besoin de différents composants dans notre analyse, qu'on appelle des domaines abstraits, qui vont nous permettre de raisonner sur différentes parties du langage. En particulier, vu que Python est un langage dynamique, on peut d'abord vouloir réussir à savoir quels sont les types de nos différentes variables. Donc on peut assez facilement ici inférer que M est un entier et que I est un entier ici aussi. Ça ne nous permet pas de prouver quoi que ce soit sur ces deux opérations, donc il faut faire un peu plus de travail. En particulier, pour la deuxième, on fait une addition entre M et un élément de la liste, mais on ne sait rien sur le type des éléments de la liste. Donc on pourrait rajouter un espèce de domaine qui va aussi s'intéresser au type des éléments des listes, et ici on pourrait apprendre que ces éléments sont des entiers. Ce qui ne nous permet toujours pas d'avancer, parce que en particulier, ici on fait une division, mais cette division est par i plus 1 n'est faisable en fait que quand notre boucle for est exécutée, parce que sinon, quand la liste est vide, en fait, cette variable ne sera pas définie. Donc il faut qu'on continue un peu notre travail de créer de nouveaux domaines pour arriver à raisonner plus précisément sur ce programme. Donc ici, on pourrait par exemple essayer maintenant inférer des bornes de variables numériques pour nos entiers. Donc on peut voir assez raisonnablement que M est un entier positif, I est positif, et que les éléments de notre liste sont par exemple entre 0 et 20. Et maintenant, il faut encore continuer notre travail avec maintenant cette fois-ci un domaine qui va réussir à inférer cette fois-ci les tailles de nos listes. On peut ici, dans ce contexte précis, savoir que la taille de notre liste est positive, ce qui nous permet enfin de prouver que la division sera correcte, que i est défini et que i plus 1 ne sera jamais 0. Pour prouver cette deuxième propriété, malheureusement, vous voyez qu'on n'a pas toujours que i est strictement inférieur à la taille de la liste, donc on ne sait pas, on ne peut pas arriver à prouver pour le moment que l'accès est correct. Il faut à ce moment-là passer à des domaines numériques plus puissants, tels que par exemple des polyèdres qui sont basés sur donc, de la programmation linéaire, pour inférer ce genre d'invariant qui nous permet cette fois-ci de prouver notre programme correct. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu les types d'analyses qu'on fait et comment on les fait. Vous voyez qu'on a différents domaines dont on a besoin pour avoir des analyses plus ou moins précises, et on utilise un peu ces variables auxiliaires qui étaient soulignées, qui ne sont pas présentes dans le programme initial, mais dont on a besoin vraiment pour raisonner sur l'état du programme. Donc là, on a vu un peu une analyse de plus en plus précise. Donc pour récapituler, on aurait pu, par exemple, faire juste cette fois-ci une analyse de type. À ce moment-là, on aurait, comme je vous l'ai dit, on fait des analyses qui sont sûres, mais qui sont par contre pas complètes. Donc on peut des fois croire qu'il y a une erreur due à des imprécisions de notre analyse.
En particulier, avec une analyse purement basée sur les types, ici, on n'arriverait pas à prouver que, par exemple, à la ligne 4, l'accès à la liste est correct, et ce genre de choses. Ensuite, si on passe à une analyse de valeur basée sur l'intervalle, on arrive cette fois-ci à prouver tout correct, sauf c'est une erreur, l'index error à la ligne 4. Et enfin, si, comme je vous ai dit, on utilise le domaine des polyèdres, cette fois-ci, on arrive à prouver ce programme correct. Donc là, c'est des petits programmes. On a ensuite implémenté ces méthodes et on les a évaluées sur des programmes un peu plus gros, réalistes, issus de benchmark de l'interprète de référence, c'est Python, et aussi un petit utilitaire de chez Meta. Donc on peut voir qu'on arrive à analyser ces programmes en quelques minutes et qu'on découvre qu'il y a potentiellement des erreurs à certains endroits qu'il faudra ensuite aller regarder plus précisément manuellement pour savoir si ce sont des vraies erreurs ou non. Et donc en particulier, un point intéressant, c'est que si on s'intéresse vraiment juste aux erreurs de type de nos programmes, on n'a pas besoin de faire une analyse plus coûteuse que l'analyse de type. Et donc maintenant, si on s'intéresse un peu plus à comment on pourrait utiliser ça pour faire confiance ou non à des programmes Python tiers, ces analyses nous permettent aussi d'inférer quels sont les modules qui sont importés, quels sont les objets qui sont créés, les fonctions qui sont appelées, ou même les accès à certaines ressources d'un ordinateur, tels que les fichiers ou le réseau. Donc grâce à tout ce genre d'analyse, on pourrait inférer tout cela. Maintenant, je vais vous parler un peu d'analyser des Python programmes des programmes Python un peu plus gros, cette fois-ci, qui mélangent du Python et du C. La motivation, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de bibliothèques Python qui font ça. En particulier, une vingtaine de % des bibliothèques les plus populaires. Ça peut être, par exemple, pour avoir une meilleure performance, on développe du code C, mais on donne ensuite une implémentation haut niveau pour les développeuses et développeurs, avec par exemple NumPy, ou pour faire le lien avec des bibliothèques système. Le souci de, par exemple, mélanger du C et du Python, c'est que donc on va avoir différentes valeurs. Typiquement, les entiers C sont des entiers machines sur lesquels on peut faire des dépassements de capacité, ce qui n'est pas le cas des entiers Python. On a des mécanismes de gestion d'exception et d'erreurs qui sont différents. On a aussi la gestion de la mémoire qui est différente. Et on a aussi beaucoup moins d'outils qui s'intéressent à détecter des attaques qui mélangeraient différents langages. Souvent, un analyseur de programme, ça s'intéresse à un seul langage. Et donc, quand on en mélange deux, on se retrouve dans des situations où on ne sait plus rien faire. Et ici, je vais vous donner un petit exemple où donc, on définit un objet compteur Python, mais côté C. Donc, c'est un compteur avec un champ entier C. On définit une méthode qui incrémente ce compteur. Donc, il incrémente par défaut de i. I vaut par défaut 1, mais on peut passer un argument spécial à cette méthode, un argument optionnel à cette méthode pour incrémenter d'une autre valeur sinon. Et on a aussi un getter ici, donc, qui va transformer notre compteur C en un compteur Python. Et ensuite, à votre droite, vous avez cette fois-ci un petit code client. Donc, on crée un compteur. On tire au hasard un nombre power entre 0 et 128. Et on incrémente d'abord de 2 à la puissance ce nombre moins 1. On réincrémente. Maintenant, on cherche à regarder quel est le résultat qu'on obtient ici. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de demander à l'audience quels sont les résultats. Donc, il y a ce qui se passe usuellement. Donc, si power est plus petit que 30, à ce moment-là, on trouve le résultat usuel, qui est que R est bien 2 puissance le nombre qu'on avait choisi. Maintenant, il se passe d'autres choses dans d'autres cas. En particulier, si power est plus grand que 32, dû à cette, on va dire, différence de représentation des entiers entre le C et le Python, on va avoir des erreurs qui vont être levées par Python quand il va essayer de faire cette conversion entre les deux types d'entiers. Et ensuite, le cas le plus intéressant, c'est que quand power est 31, en fait, on va, à l'incrémentation line 7, obtenir cette fois-ci un nombre négatif,
dû au dépassement d'entier qui va être fait par l'incrément côté C. Donc tout ça pour dire que même ce petit genre de programme peut être difficile, et en particulier pour des développeuses ou développeurs pur Python qui n'ont pas l'habitude de ces entiers mathématiques, risquent d'avoir des surprises. Donc on peut chercher à analyser ces programmes multilangages de différentes manières. Une première, ça pourrait être juste d'essayer de un peu modéliser le type de notre compteur via des annotations de type. Donc on a cette méthode d'incrémentation qui prend un paramètre optionnel entier, et on a ce getter qui nous renvoie un entier. Le souci, c'est qu'ici, on va perdre en fait la sûreté de notre analyse. On ne sait pas, par exemple, quelles exceptions peuvent être levées ici. On s'intéresse au type seulement, donc ce qui est un peu imprécis. Mais en fait, c'est une méthode qui marche quand même assez bien. On a des annotations de type de la librairie standard assez pratiques. Et en fait, c'est aussi ce qu'on utilisait avant de faire ce genre d'analyse multilangage. On pourrait aussi tenter de réécrire notre code C en code pur Python, mais là, pareil, on a perdu un peu certains comportements à la volée, et en fait, cette traduction n'est pas faisable en pratique. Donc, ce type d'approche a pas mal d'inconvénients. On ne travaille pas sur le vrai code. Ce ne sont pas des approches automatiques, donc qui prendraient trop de temps, et ce n'est pas des approches sûres, dans le sens où on va perdre certains comportements des programmes. Nous, ce qu'on a réussi à développer, c'est donc une analyse qui qui arrive à analyser à la fois le code C et le code Python. L'idée étant qu'on va vraiment entrelacer les deux analyses de C et de Python qu'on avait, et que comme l'exécution du programme peut changer un peu d'un langage à l'autre, notre analyse va suivre ça. Et donc ça nous permet de détecter les erreurs à l'exécution dans le code Python, dans le code C, et à la frontière entre les deux langages. Donc, en particulier, sur cet exemple, on arriverait à détecter qu'il y a un potentiel dépassement d'entier ou les erreurs de conversion dont je vous avais parlé plus tôt. Et donc, tout ça, c'est un peu fait dans un cadre logiciel qui nous permet en fait de bien combiner des analyses de Python et de C qu'on avait. En fait, on a en très gros juste rajouté un domaine abstrait qui résonne sur la frontière, et l'analyse était quasi faite comme ça. On a pu évaluer cette analyse sur donc des bibliothèques disponibles gratuitement sur GitHub et qui sont relativement populaires au vu du nombre d'étoiles qu'elles ont. Et donc vous voyez qu'on arrive à relativement bien passer à l'échelle sur des programmes de taille moyenne, je dirais, avec une précision qui, vous voyez, atteint, on va dire, 80-90%. Et donc là, dans ce cadre-là, on a cette analyse multilangage, donc qui nous permettrait, par exemple, de savoir quelles sont les fonctions qui sont appelées ou quelles sont les ressources auxquelles on fait accès, à la fois par le code Python et le code C qu'on a. Et donc, je vous ai dit, je suis aussi intéressé à avoir des cadres logiciels qui nous permettent de développer ces analyses. En particulier, donc, je travaille sur un cadre qui s'appelle MOPSA, Modular Open Platform for Static Analysis, donc, qui avait été créé dans les années 2016 suite à une bourse du European Research Council pour Antoine Minet. Donc, le but de MOPSA, c'est vraiment d'explorer un peu de nouveaux designs d'analyseurs de programmes. En particulier, on est des premiers à avoir un support un peu natif de l'analyse multilangage. On a une grande expressivité du cadre, tout ça dans une licence permissive open source qui permet d'être réutilisée et qui permet aussi d'utiliser cela comme une plateforme d'expérimentation. Je liste globalement les contributeurs et contributrices qu'on a eus au fil des années, et on est actuellement 3 contributeurs, 3 mainteneurs. Donc, je vous ai présenté un peu ces travaux autour de l'analyse C, Python, multilangage entre Python et C. On a aussi d'autres travaux en cours sur l'analyse de smart contracts, de langage Camel ou du langage Catala pour la loi. On donc s'intéresse principalement à l'absence d'erreurs à l'exécution, mais on peut aussi faire de l'analyse de patch, prouver la portabilité de certains programmes par rapport à l'endianness des machines. On s'intéresse aussi un peu à la non-exploitabilité, je vais y revenir, ou à faire de l'inférence de préconditions. Je veux aussi dire que MOPSA est quand même
plutôt un bon outil dans le sens où il y a une compétition académique qui s'appelle la Software Verification Competition et on a gagné l'an passé, donc en 2024, un des tracks de la compétition qui s'intéresse à vérifier des programmes, on va dire, réalistes. Donc vous êtes la grande courbe rouge qui va jusqu'au bout. Tout à fait. On est la courbe qui gagne, on va dire, 2500 points quand les autres en gagnent 800. Cette année-là avait été particulièrement bonne pour nous. Pour conclure, donc, je pense que l'analyse automatique de programmes, ça peut permettre de comprendre des comportements de programmes inconnus avec donc un peu une partie d'inférence sémantique. En particulier pour Python, on a ce typage dynamique, cette sémantique difficile et le code C qui peut être difficile à générer. J'aime beaucoup ces approches parce que ça permet de les lancer et en attendant de faire autre chose, en attendant le résultat. Pour conclure, un peu deux perspectives sur les recherches que je mène actuellement. Donc, une, c'est l'analyse de non-exploitabilité. Donc, cette fois-ci, on cherche en fait à trouver les erreurs que vraiment les utilisatrices et utilisateurs malveillants pourraient déclencher avec des entrées particulières. Donc ça, c'est une combinaison de deux techniques appelées analyse de teinte et analyse de valeur qui nous permettent en fait d'être beaucoup plus précis, de réduire le nombre d'alarmes qu'on a de 75%. Une autre chose à laquelle je m'intéresse, c'est les accès aux données, en particulier dans des programmes qui mélangent du Python et du SQL avec Charles Paperman, donc qui est à l'Université de Lille. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Raphaël Monard. Je voulais savoir comment vous faites pour établir l'enveloppe convexe des états possibles ou l'enveloppe convexe minimale. Est-ce qu'il y a des programmes d'optimisation particuliers pour ça? Oui, alors, donc elle n'est pas forcément minimale, mais on a des techniques pour faire l'enveloppe convexe, par exemple avec le domaine des polyèdres, qui est, je pense, c'est l'algorithme de Graham usuel pour faire ce genre de choses. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé. C'est une question à propos des langages qui sont supportés actuellement, les mélanges de langages. Qu'est-ce que vous avez ici parlé du Python C? Dans l'autre slide plus tard, vous avez parlé d'OCaml, choses comme ça. Est-ce que c'est une liste exhaustive de ce qui est supporté actuellement ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et est-ce qu'il y a des mélanges? Dans les mélanges, qu'est-ce qui a été regardé pour l'instant? Donc, les langages qui sont bien supportés pour le moment, c'est Python, C et un mélange de Python et de C. On a des travaux de doctorantes et doctorants en cours sur, en particulier, l'analyse de Camel, aussi le mélange Camel et C. Vu qu'on arrive à faire du multilangage, on veut un peu travailler là-dessus. Et cette piste de recherche un peu entre Python et SQL, avec là du support qui est vraiment à travailler.